Bienvenue dans la ville de Las Cruces, au Nouveau-Mexique. Prenez place dans la 3e cour du district judiciaire pour écouter la sentence de Cristal Cárdenas, 34 ans. Cette femme dangereuse a été reconnue coupable du meurtre de son ex-petit ami, Mario Cabral, 34 ans, et de la petite amie de celui-ci, Vanessa Rodríguez Mora, 32 ans, dans la nuit du 25 mars 2018, après qu'un complot de tueurs à gages a mal tourné. Elle a été reconnue coupable de 4 chefs d'accusation, dont 2 de meurtre au premier degré, 1 de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré et 1 de sollicitation criminelle. Dans ce que l'on a appelé les meurtres de Garfield, 4 années se sont écoulées depuis qu'une adolescente a découvert à son réveil les corps de sa mère et du petit ami de celle-ci à leur domicile. Selon les enquêteurs et les procureurs, l'accusé et son petit ami de l'époque, Luis Flores, 36 ans, ont d'abord fait appel au service d'un tueur à gages pour faire tuer l'ancien petit ami de Madame Cárdenas et le père de sa fille, à l'issue d'une âpre bataille juridique pour la garde des enfants. Lorsque leurs efforts pour engager un tueur à gages ont échoué, les autorités ont indiqué que Cárdenas et Flores ont pris les choses en main et ont exécuté eux-mêmes le travail de l'assassin. Ils ont abattu Mario Cabral ainsi que sa petite amie, Vanessa Rodríguez Mora, âgée de 32 ans, au cours de cette nuit fatidique. Tout au long de l'horrible incident, la fille de Mora Rodríguez s'est cachée dans une autre pièce. La police a déclaré que la fille de Mora Rodríguez a découvert Cabral et sa mère le matin suivant le meurtre. En découvrant la scène sinistre le lendemain matin, la propre fille de Rodríguez Mora a immédiatement traversé la rue en courant jusqu'à la maison d'un voisin où elle a appelé la police. L'adolescente a déclaré au cours du procès qu'elle avait entendu les coups de feu la nuit précédente, mais qu'elle s'était cachée dans son lit et s'était rendormie, se consolant en se disant qu'elle ne faisait qu'un mauvais rêve. Mais son cauchemar était bien réel et ne faisait que commencer lorsqu'elle a vu sa mère et Cabral, ensemble, gisant dans une mare de leur propre sang. Voici ce que la pauvre fille a déclaré à ce sujet. Au cours du procès, les procureurs représentant l'État et l'avocat de la défense représentant Cárdenas se sont livrés à une lutte acharnée. Le procureur a exposé le dossier que lui et son collègue avaient constitué au cours des 5 derniers jours. Il a commencé par décrire la nuit et le début de la matinée du 25 mars 2018, comme en a témoigné la fille de Mora Rodríguez. La fille a déclaré au jury qu'elle regardait la télévision avec sa mère et Cabral avant d'aller se coucher. Elle s'est réveillée quelques heures plus tard, au son de coups de feu, et a dit s'être cachée sous une couverture pendant un moment avant de se rendormir, croyant qu'il s'agissait d'un cauchemar. Les procureurs ont déclaré que ces éléments de preuve et d'autres témoignages ont permis d'éclaircir le reste de l'histoire. Selon lui, Cárdenas et Flores ont surveillé la maison de Cabral, attendant que le couple s'endorme, avant l'attaque juste après minuit. Il a déclaré que Flores s'est introduit dans la maison, a tiré une fois sur Cabral, 3 fois sur Mora Rodríguez, puis s'est retourné vers Cabral. Le procureur a ensuite déclaré que Flores avait tiré 6 fois sur Cabral au niveau de l'aine. Cela a été méticuleusement planifié, a-t-il déclaré. Selon les autorités, Cárdenas avait d'abord tenté d'engager un certain Eduard Alonso pour tuer Cabral. Le tueur en herbe a déclaré avoir accepté un contrat de $10 000, mais n'a reçu que $3 000 de la part de l'accusé. Ensuite, lorsque Alonso a été arrêté pour un autre motif, il a fait part de sa connaissance du projet pour tenter de négocier un accord. Alonso a été appelé à témoigner, mais a insisté pour que son visage soit caché. Écoutons ce qu'il a dit. En ce qui concerne le mobile, les procureurs affirment que Cárdenas voulait que Cabral construise la maison après avoir reçu une grosse somme d'argent provenant d'un règlement juridique à l'époque où ils s'étaient rencontrés. Après leur séparation, le père décédé a transféré la maison au nom de sa fille. Si le père décédait, Cárdenas, qui risquait de perdre sa propre maison à l'époque du meurtre en raison de problèmes financiers, serait autorisé à rester dans la maison de Cabral et à élever leur fille. L'avocat de M. Cárdenas, Todd Holmes, n'est pas d'accord. Il a affirmé que le couple avait probablement été tué lors d'une opération du cartel de la drogue. Il a également souligné l'absence de preuves matérielles, telles que l'ADN ou les empreintes digitales, qui permettent de situer Flores ou Cárdenas dans la caravane au moment de la fusillade. En outre, il a remis en question la fiabilité de l'un des principaux témoins de l'État, l'homme qui a déclaré que Cárdenas l'avait payé pour tuer son ex-petit ami. L'accusé a également clamé son innocence tout au long du procès, le va-et-vient se poursuit. Le procureur a passé un certain temps à réfuter la théorie suggérée par l'avocat de Cárdenas, selon laquelle Cabral et Mora Rodríguez ont été tués par un cartel de la drogue. Se référant au témoignage qui aurait étayé la théorie du cartel, le procureur a déclaré « Avez-vous entendu un seul mot de ce témoignage ? Rien ne le montre parce que c'est une invention. C'est là pour vous embrouiller. » 3 heures après les plaidoiries des 2 parties, le jury a rendu sa décision.
Crystal Cardenas a été reconnu coupable d'un chef d'accusation de meurtre au premier degré, d'un chef d'accusation de conspiration en vue de commettre un meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de sollicitation criminelle. Une quatrième accusation de meurtre au second degré a été rejetée par le jury. Le juge Conrad Perea de la 3e cour de district judiciaire a condamné Cardenas à une peine collective de 54 ans de prison. L'accusation de meurtre capital est assortie d'une peine de prison à perpétuité, mais M. Cardenas pourra bénéficier d'une audience de libération conditionnelle après avoir purgé plusieurs dizaines d'années. Mackenzie Shirilla est la prochaine femme dangereuse de notre liste et elle a été surnommée Hell on Wheels. Elle a reçu ce surnom après avoir intentionnellement percuté un immeuble avec sa voiture à 100 miles à l'heure, tuant son petit ami et l'ami de celui-ci. Elle a été reconnue coupable de 12 chefs d'accusation, dont 4 de meurtre, 4 d'agression criminelle, 2 d'homicide aggravé sur véhicule, 1 de possession de drogue et 1 de possession d'outils criminels. Ne vous fiez pas à ses yeux innocents. La femme que vous regardez n'a rien d'autre que de la haine dans son cœur. Les officiers ainsi que l'accusation ont déclaré que l'accident s'est produit vers 5h30 du matin, le 31 juillet 2022, lorsque Shirilla a accéléré sa Toyota Camry sans freiner pour entrer dans le Plidco Building, un grand bâtiment en briques situé à l'intersection des Progrès et Alameda Drives dans la banlieue de Cleveland, à Strongsville. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, environ 45 minutes plus tard, ils ont trouvé la voiture gravement endommagée et les airbags entièrement déployés. 3 corps se trouvaient dans la voiture. Mackenzie Shirilla, son petit ami de 20 ans, Dominique Russo, et l'ami de ce dernier, Davion Flanagan, âgé de 19 ans. La police a déclaré à l'époque qu'ils étaient inconscients, qu'ils ne respiraient plus et qu'ils étaient coincés dans le véhicule. Shirilla a été transportée dans un hôpital local où elle a repris connaissance. Mais Russo et Flanagan ont été déclarés morts sur place. Il a également été indiqué que les 3 personnes avaient fumé de la marijuana et que la police avait retrouvé des champignons magiques dans la voiture. Les procureurs ont fait valoir que Shirilla entretenait une relation assez toxique avec Russo et l'avait menacé à plusieurs reprises avant l'incident mortel. 2 semaines avant l'accident, elle aurait menacé d'écraser son véhicule alors qu'elle conduisait avec Russo parce qu'elle était en colère à la suite d'un différend entre eux. Russo a immédiatement composé le numéro de téléphone de sa mère et a demandé qu'on vienne le chercher, et c'est un ami qui l'a récupéré. Lors d'un appel téléphonique avec Russo, l'ami aurait entendu Shirilla dire « Je vais écraser cette voiture tout de suite ». Avant le prononcé de la sentence, l'accusation a présenté quelques vidéos TikTok montrant Shirilla à un concert et fêtant Halloween après l'accident. La mère de Shirilla a déclaré au juge que ces sorties étaient les seuls moments où elle faisait quelque chose pour elle-même, disant que sa fille était restée terrée dans sa chambre, à pleurer à côté d'une chasse qu'elle avait fabriquée à l'effigie de Dominique Russo pendant des mois. La juge Nancy Margaret Russo, du comté de Cuyahoga, avait beaucoup de choses à dire avant de rendre son verdict. Elle a décrit l'affaire en détail avant de lire le verdict, déclarant que Shirilla avait une mission qu'elle a exécutée avec précision ce jour fatidique, et que cette mission était la mort. Shirilla a fondu en larmes, tandis que le juge Russo continuait à parler. Elle a également fait des commentaires spécifiques sur la vidéo de l'accident qui a été présentée comme preuve. Le juge Russo a également déclaré que Shirilla avait pris la décision calculée ce matin-là de conduire sur un itinéraire obscur qu'elle n'emprunte pas habituellement, sachant qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens autour d'elle. Jem Flanagan, la mère de Flanagan, s'est exprimée après le verdict. Il ne se passe pas un jour sans que notre fils nous manque, et justice a été rendue pour lui aujourd'hui. Mais honnêtement, il n'y a pas de gagnant ici. Il n'y a pas de gagnant ici aujourd'hui. La mère de Dominique Russo, Christine Russo, a adressé un message sincère à la cour, déclarant qu'il ne se passait pas un jour sans qu'elle ne pense à son fils. Shirilla, qui n'a pas témoigné, a lu une déclaration au tribunal avant l'annonce de sa condamnation. « Je suis profondément désolée pour les familles de Dominique et d'Avion », a-t-elle déclaré. « J'espère qu'un jour vous comprendrez que je n'aurais jamais laissé une telle chose se produire et que je ne l'aurais jamais fait exprès. J'aimerais pouvoir me souvenir de ce qui s'est passé. Nous étions tous amis et Dom était mon âme sœur, a-t-elle ajouté. J'aimerais pouvoir effacer toute votre douleur. Et à ma famille, je vous remercie pour votre soutien et tout l'amour que vous me donnez. Je vous aime tous tellement. » Mackenzie Shirilla a été condamnée à 2 peines concurrentes de 15 ans à perpétuité pour les accusations de meurtre de son petit ami, Dominique Russo, et de Davion Flanagan. Elle bénéficiera d'un crédit pour le temps passé en prison et son permis de conduire sera suspendu à vie. Bienvenue à Green Bay, dans le Wisconsin. Nous sommes au palais de justice du comté de Brown, où la femme que vous venez de voir attaquer son propre avocat vient d'être condamnée pour le meurtre et le démembrement de son ancien petit ami. Taylor Chabusines, 25 ans, a été inculpé d'homicide,
d'abus sexuels au troisième degré et de mutilation de cadavres pour le meurtre, en février 2022, de son ancien petit ami Chad Tyrion, 24 ans. Le procès de Taylor s'est déroulé en 2 phases. La première phase consistait pour le jury à la déclarer coupable du meurtre, du démembrement et de l'agression sexuelle de Chad Tyrion. La seconde phase portait sur son état mental, et le jury a rejeté l'argument de la défense selon lequel Taylor souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale au moment du crime. C'est en février 2022 que la mère de la victime, Chad Tyrion, a trouvé la tête de son fils dans un seau au sous-sol de sa maison de Stony Brook Lane. Rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle a découvert au petit matin de ce jour fatidique. À l'intérieur d'un seau vert, recouvert d'une serviette de douche à son domicile de Green Bay, dans le Wisconsin, se trouvait la tête coupée de son fils de 24 ans. Le corps sans vie de Tyrion et ses organes découpés ont ensuite été retrouvés par les forces de l'ordre dans sa cave. La nature effrayante des meurtres a été mise en évidence au tribunal cette semaine, lorsque Taylor a été jugé pour le meurtre de Tyrion. Taylor et sa victime se connaissaient depuis le collège et avaient eu une relation sexuelle, a-t-elle déclaré aux forces de l'ordre. Le jour fatidique de la mort de Tyrion, elles avaient consommé des médicaments sur ordonnance et des méthamphétamines. Selon une plainte pénale déposée par les procureurs, Taylor est allé chercher la victime vers 21h30 le 21 février 2022. Un ami du couple les a rejoints avant qu'ils ne se rendent dans un appartement où ils ont fumé de la marijuana. Taylor a déclaré à la police que Tyrion et elle avaient également fumé de la méthamphétamine et s'étaient injectés du trazodone. Elle est ensuite retournée au domicile de sa mère et y a passé la journée en l'absence de celle-ci. Tyrion se serait allongé sur le ventre dans le lit avant que Taylor ne l'étouffe à plusieurs reprises, malgré le fait qu'il toussait du sang et qu'il était devenu violet. La mère de la victime a informé le tribunal qu'elle avait été réveillée par des coups frappés à sa porte d'entrée vers 2h30 du matin. Elle est descendue au sous-sol pour vérifier si Tyrion s'y trouvait. Et, ne l'ayant pas trouvé, elle est remontée et a trouvé le seau avec une partie des restes de son fils à l'intérieur. Le petit ami de la mère, Steve Hendricks, a alors appelé le 911. La vidéo bodycam des officiers intervenant sur les lieux les montre en train de fouiller le sous-sol de la maison et de sécuriser la scène de crime après avoir confirmé qu'une tête humaine se trouvait à l'intérieur du seau. La mère de Tyrion a immédiatement coopéré avec les officiers et a dit aux enquêteurs que son fils avait été vu pour la dernière fois avec Taylor. Ils l'ont rapidement retrouvé dans un complexe d'appartements de l'avenue Eastman où son arrestation a été filmée par la caméra corporelle de la police et montrée au jury. « Bonjour Taylor, comment ça va ?» Officier Russell du département de police de Green Bay, a-t-on entendu dire. « Taylor, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Mettez vos mains derrière le dos. Vous avez du sang sur les mains. » Taylor n'en était pas à son premier rodéo avec les autorités. Elle avait déjà été condamnée pour des faits de fuite, d'évasion et d'obstruction à un officier de police. Elle a été condamnée à 3 mois de prison en janvier 2022 pour ces accusations. Elle a été vue à de nombreuses reprises en train de sourire alors que des détails macabres sur le meurtre étaient mentionnés. Une fois, au cours de la procédure, elle a attaqué son propre avocat avant qu'un adjoint ne la mette à terre dans la salle d'audience. Jetons un coup d'œil au clip. Comme indiqué précédemment, la deuxième phase du procès porte sur l'état mental de la jeune femme. Taylor a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale, comme l'avait fait son ancien avocat. Voici ce que le docteur Diane Litton, psychologue judiciaire, avait à dire à son sujet. L'année dernière, un médecin désigné par le tribunal a estimé qu'elle était en mesure d'être jugée. Son avocat avait alors déclaré que Mme Taylor avait été diagnostiquée bipolaire dans le passé et qu'elle suivait un traitement de santé mentale depuis qu'elle était en 7e année. En mars, le juge Thomas Walsh de la cour de circuit du comté de Brown a toutefois décidé que Mme Taylor était apte à subir son procès. Le jour de la sentence, il n'a fallu que 30 minutes au jury pour la déclarer coupable de tous les chefs d'accusation d'homicide volontaire au 1er degré, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au 3e degré dans le cadre de la mort de Tyrion. Elle a été condamnée à la prison à vie, la peine de mort n'étant pas légale dans le Wisconsin. À l'énoncé du verdict, elle est restée sans émotion, comme le ferait un tueur froid comme la pierre. Nous nous rendons au tribunal du comté de Shelby, à Memphis, Tennessee, où Shelby Isaac, âgé de 19 ans, a été accusé de meurtre au 1er degré dans la mort d'Eddie Tate et de sa petite amie Edwina Thomas, enceinte de 8 semaines à l'époque. Elle a été reconnue coupable des chefs d'accusation moins graves de meurtre au 2e degré de Tate, d'homicide par imprudence de Thomas et d'homicide par négligence criminelle de l'enfant à naître. Eddie Tate et sa petite amie enceinte Edwina Thomas ont été abattus le 22 janvier 2016 dans le quartier 200 de Westchester Circle. Et devinerez-vous la raison ? Des tissages de cheveux. Shelby Isaac avait acheté pour $250 d'extension capillaire à Tate. Elle était apparemment mécontente de l'achat
et a décidé de le rappeler pour fixer un autre rendez-vous sous prétexte d'en acheter plus pour rencontrer Tate. Mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était récupérer son argent. C'est ce qui a conduit à l'enchaînement malheureux des événements qui ont frappé les victimes. Elle a attiré cet homme vers sa mort, a déclaré le procureur adjoint Glenn Beatty au jury. Le procureur a également indiqué qu'après que Tate se soit arrêté devant les appartements avec sa petite amie enceinte, Shelby Isaac a ouvert le feu sur la voiture. Un témoin, Gary Dodson, a déclaré l'avoir vu plus tard avec une liasse de billets et du sang sur ses vêtements. Le procureur a déclaré au jury que l'affaire concernait Tate, qui était le fils, le cousin et le père de quelqu'un, et Edwina Thomas, qui était la sœur, la fille et la mère d'un enfant à naître de quelqu'un. Le procureur a déclaré « Il s'agit de ce bébé à naître. Il s'agit de savoir comment Isaac a pris leur vie. » L'avocat de la défense, Lauren Fuchs, a fait valoir que le procès visait à déterminer qui était responsable et qu'il n'y avait pas de preuves physiques permettant de relier Isaac au crime. La seule personne qui l'a placé sur les lieux du crime est sa co-accusée, Victoria Shea, a déclaré M. Fuchs. Shelby Isaac vivait dans les appartements de Sycamore Lake, mais aucun voisin ne l'a identifié comme étant sur les lieux du crime. Shea a déclaré qu'avant la fusillade, elle avait conduit Shelby Isaac aux appartements et l'avait vu sortir d'une voiture et s'approcher du véhicule de Tate. Shea a déclaré qu'elle a ensuite vu Shelby Isaac avec un pistolet noir et qu'elle s'est enfuie lorsqu'elle a entendu le premier coup de feu. Elle a déclaré qu'elle était revenue plus tard chercher Shelby et qu'elle lui avait avoué. Son avocat a souligné les nombreuses incohérences dans le témoignage précédent de Shea lors d'une audience préliminaire et la façon dont Shea a déclaré avoir menti sous serment à l'époque. Shea a également déclaré qu'elle avait dit à la police pendant plusieurs heures qu'elle ne savait pas qui s'était passé. Fuchs a demandé « Pouvez-vous la croire ?» Après toutes les incohérences qu'elle a admises, mentir à sa mère, mentir à la police, mentir aux juges, mentir aux avocats, mentir à ses amis, pouvez-vous la croire? Fuchs a déclaré que Shelby Isaac n'avait pas de casier judiciaire. Un élément clé de la preuve de l'État est une empreinte digitale appartenant à Shelby Isaac, trouvée sur un reçu à l'intérieur de la voiture de Tate. Les avocats de Shelby Isaac ont fait valoir que l'empreinte digitale s'était retrouvée là, alors qu'elle se trouvait auparavant dans la voiture de Tate pour acheter des tissages. L'heure du verdict a sonné. Lorsque le juge James Lamy a commencé à lire le verdict, Shelby Isaac a baissé la tête. Alors qu'il continuait à lire les verdicts sur les autres chefs d'accusation, Shelby Isaac s'est évanoui et s'est effondré sur le sol pendant au moins 5 minutes, tandis que les adjoints tentaient de la réanimer. Ils ont finalement réussi à la relever alors qu'elle criait « Maman !» et a dû être emmenée hors de la salle d'audience. Certains jurés se sont également mis à pleurer. Au milieu de tout ce chaos, le juge a continué à prononcer la sentence comme si de rien n'était. Le juge a condamné Shelby Isaac, âgée de 20 ans, à 30 ans de prison dans un pénitencier d'État. Elle ne pourra être libérée qu'en 2040, à l'âge de 42 ans. Pour notre dernière étape, nous nous rendons à la Cour supérieure du comté de Los Angeles pour la condamnation de la cruelle Heather Maxine Baron, 33 ans, et de son petit ami, Karim Leiva, 37 ans. Tous deux ont été inculpés de meurtre au premier degré avec circonstances particulières de torture pour la mort de son fils Anthony Avalos, âgé de 10 ans. C'est une chose d'assassiner n'importe qui, mais torturer et assassiner la personne à laquelle on a donné naissance, c'est une autre paire de manches. Anthony Avalos, 10 ans, a été battu et torturé à mort après avoir subi des années d'abus émotionnels, physiques et sexuels de la part de sa mère et de son petit ami. Il a été torturé et tué après avoir été battu et avoir subi une hémorragie interne. Lorsque le corps a été découvert, il présentait des signes de sévices physiques graves et de malnutrition. Le directeur adjoint du département des services à l'enfance et à la famille du comté de Los Angeles, Brandon Nichols, a indiqué qu'Avalos avait récemment mentionné à sa mère qu'il aimait les garçons et les filles. Un couple de parents d'Avalos a révélé aux agents que Baron et Leiva avaient montré à plusieurs reprises des preuves de leur intense homophobie. La mère d'Avalos l'avait même traité d'injures homophobes devant des membres de sa famille. Et son petit ami, Leiva, avait admis qu'il ne se sentait pas à l'aise à proximité d'homosexuels. Lors de l'autopsie du garçon, son corps présentait des signes évidents d'abus répétés et soutenus. Son corps était couvert d'ecchymoses et de brûlures, et il était extrêmement mal nourri et déshydraté. Selon le témoignage du tribunal, la tante d'Avalos a révélé à son thérapeute que la mère d'Avalos le battait, l'affamait et l'enfermait pendant des heures dans une pièce sans accès à la salle de bain. Il n'avait que 6 ans à l'époque. Les autorités du département des services à l'enfance et à la famille ont répondu à environ 13 plaintes d'abus de la part d'enseignants, de parents, de la police et de conseillers concernant Avalos entre février 2013 et avril 2016, y compris des abus sexuels commis par un grand-parent alors qu'il n'avait que 4 ans.
Mais au cours de cette période, le département n'a effectué un suivi que 8 fois, manquant de nombreux avertissements d'abus en danger de mort et omettant à plusieurs reprises d'intervenir. Au cours des derniers jours de sa vie, Avalos a été torturé sans relâche. Il a été fouetté brutalement sur tout le corps, suspendu à l'envers et jeté sur la tête, aspergé de sauce piquante dans les yeux, le nez et la bouche, et forcé de s'agenouiller sur du riz pendant plusieurs heures. Une expérience aussi brutale pour un enfant de 10 ans. L'une des infirmières qui a transporté Anthony Avalos à l'hôpital a déclaré que son cas est toujours au premier plan de ses préoccupations lors des appels pédiatriques, même des années plus tard. Anthony a été transporté à l'hôpital sans réaction, en arrêt cardiaque et avec une lésion cérébrale traumatique. Malheureusement, il est décédé le lendemain. Le tribunal a déclaré que Karim Leiva était l'auteur des violences mortelles, tandis que sa petite amie et mère de la victime, Heather Baron, l'a aidé et encouragé. Le juge a rejeté la défense du couple selon laquelle les blessures d'Anthony étaient auto-infligées et a déclaré qu'ils avaient fait preuve d'une intention de tuer en tardant à appeler les secours pour le garçon. L'avocate de Baron a également allégué qu'elle n'avait pas le pouvoir d'empêcher cela, en raison de sa propre expérience de la maltraitance. Un argument qui a également été rapidement rejeté par le juge, l'audience de détermination de la peine, s'est déroulée sous le signe de l'émotion, les membres de la famille ayant fait des déclarations pleines de larmes sur l'impact de l'affaire sur la victime. La cousine d'Anthony a commencé à lire une déclaration au juge, une déclaration qui a fait couler beaucoup de larmes. L'extrait suivant est un véritable déchirement. Matthew Baron, 8 ans, cousin de la victime, fait une déclaration dans laquelle il dit que son cousin lui manque et qu'il était toujours plein de vie et d'amour. Le 7 mars, le juge a déclaré Heather Baron et son petit ami coupables de meurtre au premier degré et de torture lors d'un procès sans jury, les deux personnes ayant renoncé à leur droit d'être entendues par un jury. Dans une décision qui s'étend sur plus de 50 pages, le juge a déclaré en rendant son verdict: Baron et Leiva ont tous deux été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et a versé 7 500 $ au titre de l'indemnisation des victimes. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salle d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.